YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour les découvertes de février 2024. Rappelez-vous, il y a peu de temps finalement, vous avez eu la vidéo des découvertes de janvier, et j'avais dit que malgré le retard, bon, il y aura peut-être un peu de temps avant les découvertes de février, et finalement pas tant que ça, parce que vous le verrez, il y a un peu moins de jeux que d'habitude, moins de découvertes en février, mais on s'en fiche un petit peu. Comme d'habitude, on fera le tour des choses qui ne m'ont pas plu, puis des choses que j'ai appréciées, puis une chose en l'occurrence, moins de top que le mois dernier, je vous avais prévenu, que vraiment j'ai adoré. Comme d'habitude, des nouveautés, des choses moins nouvelles, des choses en dispo, des choses moins dispo, des choses numériques, des choses sur table. Voilà, comme d'habitude aussi, j'utilise les ressources disponibles, mises à disposition par les éditeurs quand c'est possible. Sinon, il m'arrive d'utiliser les images d'Eric, de What Eric Playing, donc je vous mets le lien vers le site dans la description, je vous mets le petit truc qui défile là aussi en attendant. Également, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez aussi commenter pour parler de vos propres découvertes, ou commenter les miennes si vous êtes d'accord ou pas avec. Également, il y a un retour du jeu de pli ce mois-ci avec au moins un jeu de pli, un seul, mais c'est le retour qui commence. J'ai plein de trucs dans ma besace, mais j'attends d'y jouer un peu plus pour avoir un avis définitif. Donc voilà, le partage et compagnie. Également, pour terminer, il y a le petit Buy Me a Coffee, vous savez, que vous permet éventuellement de soutenir la chaîne si vous avez les finances et la volonté de le faire sans rien attendre en retour, que ce soit en termes de contenu ou d'édito, voilà, rien d'autre, mais voilà, c'est plus si vous pensez que le contenu le mérite. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Comme d'habitude, on va commencer donc par les déceptions. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. On commence avec un jeu purement solo, donc The Brambles, un jeu de l'auteur de l'excellent Ek, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, qui était un jeu de pli solo avec un super système. Ici on s'éloigne des plis mais pas des cartes, puisqu'on va essayer de faire des combinaisons de 3 cartes pour vaincre des démons des ronces, pour sauver des enfants de la menace des démons des ronces. Les démons ils ont différents niveaux de 1 à 5 je crois, et pour chaque niveau il faudra une combinaison un peu plus forte. Alors pour vaincre les menaces de niveau 1 il faudra juste une paire accompagnée d'une autre carte, et ensuite 3 cartes d'une même couleur, etc. Et puis jusqu'à le niveau maximum, c'est 3 cartes qui se suivent dans une même couleur, les fameuses quintes flush, sauf que c'est 3 cartes. Sachant que si je peux vaincre le niveau 5, je peux toujours vaincre un démon inférieur. Avec une combinaison plus forte, je peux vaincre plus faible. Vous rajoutez à ça quelques trucs, comme le fait que si on utilise des cartes de très haute valeur uniquement, donc des cartes de 11 à 14, mais il faut qu'il y ait que des cartes de cette valeur-là, et on peut vaincre en fait un démon d'un rang au-dessus avec une combinaison plus faible. Donc si j'ai une paire de 13 plus un 12, je peux vaincre le niveau 2. Et puis si vous arrivez carrément à faire des combinaisons de 6 cartes, donc la totalité de votre main, alors vous pouvez vaincre n'importe quel niveau. Mais je viens de le dire, votre main elle est limitée et le temps il est compté, puisque le timer c'est votre deck. Si le deck se vide avant que tous les démons aient été vaincus, sachant que les démons sortent dans un ordre aléatoire, c'est pas d'abord les 1, les 2, etc., on a perdu. À ça on va rajouter évidemment des cartes ronces qui vont pourrir votre main, et il faudra s'en débarrasser avec certaines combinaisons ou des cartes spéciales pour retrouver un peu une taille de main qui nous permet un peu plus de flexibilité. Il y a ces cartes spéciales dont je viens de parler qui ont quelques effets. Il y a aussi quelques extensions, enfin quelques modules qui peuvent complexifier ou simplifier le tout. C'est je crois les masques qui font plus ou moins office de cartes de joker. Et il y a aussi les monstres. Et il y a enfin, et c'est important, des cartes qui permettent d'agrandir sa main en mettant de côté certaines cartes, et donc qui apportent beaucoup de flexibilité. Ce qui marque dans The Brambles en premier lieu, c'est cette identité visuelle qui est très marquée. Ça utilise, alors j'avais regardé un petit peu, c'est des œuvres de pas mal d'artistes différents qui je crois parfois ont été retravaillés, colorisés, etc. Et c'est un résultat qui est vraiment fascinant, qui est en plus renforcé par le fluff du livret de règles, par la mise en place, je parlais de l'enfant à sauver et tout, et autant en termes de jeu on le ressent pas trop, autant il y a un vrai univers qui est développé visuellement et d'un point de vue du lore, je trouve ça vraiment fascinant, ouais. Que ce soit les tuiles, les cartes à jouer, les cartes à pouvoir, il y a quelque chose de vraiment, une identité méga forte quoi. Et honnêtement moi je trouve que ces choix là, et c'est pas des IA, c'est vraiment du retravail d'œuvres du domaine public,
je trouve que ça met à l'amende pas mal de propositions actuelles qui, techniquement, j'ai pas grand chose à dire sur les œuvres actuelles, hein, les jeux de société actuels, il y a des choses très belles, mais c'est des choses qui sont là pour plaire et être assez consensuelles, et ça manque un peu de personnalité pour moi, et souvent, je pourrais prendre des illustrations d'un jeu et les mettre dans un autre, que ça changerait pas grand chose. Là, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Mais voilà, un jeu, c'est pas juste ça, ça suffit pas. Je trouve que le système tourne un peu en rond, il y a quelques choix dans ce qu'on fait de notre main, dans comment est-ce qu'on essaie de l'optimiser, est-ce que je fais cette combinaison là mais je sacrifie ci et ça, est-ce que je défausse ça pour repiocher mais en même temps j'aurais peut-être pu plus tard faire une autre combinaison. Je trouve que ça reste quand même assez limité, assez vite répétitif. Et j'ai le sentiment que il y a quelques possibilités pour remélanger un peu la défausse, pour aller chercher quelques trucs spécifiques. C'est un jeu qui va beaucoup dépendre de la pioche, et typiquement une partie où on va vite avoir les cartes qui vont nous permettre d'agrandir notre main, la partie va être en général bien plus simple que si les 3 cartes arrivent en fin de partie. Peut-être qu'il aurait fallu, ça alourdirait certes un peu la mise en place, encore une fois c'est facile à faire d'un point de vue matériel, c'est-à-dire si vous voulez faire comme ça vous pouvez, mais peut-être séparer la pioche en 3 et mettre une carte de ce type là qui permet d'agrandir la main dans chaque tiers de pioche pour un peu lisser ça, même si c'est pas le but que ce soit un jeu lisse, hein, encore une fois, hein. Peut-être que ça aurait été un peu moins frustrant ou un peu moins, un peu moins inégal en termes de partie. Donc en tant que jeu ça peine un peu à me convaincre. Alors qu'en tant qu'objet éditorial, je trouve ça génial, et comme Ek, c'est du projet assez artisanal qui est disponible en print and play ou en impression via Gamecrafter. J'ai vraiment de la sympathie pour l'auteur, pour le projet, et c'est pas du tout la pire découverte du mois, mais j'ai du mal à m'enthousiasmer parfaitement, et j'ai du mal à avoir envie d'y retourner pour autre chose que son univers et ses choix visuels, ce qui est un peu dommage pour un jeu. Mais bon, il est sur BGA, donc aucune raison de ne pas vous laisser tenter, je crois qu'il est en bêta maintenant. Si vous voulez voir un peu les détails mécaniques, j'ai fait une partie solo dans un hebdo jeu de société, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a un peu une thématique féline, chat pour cet épisode mensuel, avec malheureusement 2 déceptions du côté des félins. D'abord il y a 4 Rescue qui est au thème mignon, où en gros on essaie de secourir des chats des rues qui a priori souffrent du fait d'être dans la rue, donc on essaie de les sortir de là. C'est un thème qui n'est pas unique, puisque Forever Home là, que j'ai essayé vite fait mais je vous en ai pas parlé parce que j'ai fait qu'une partie et ça suffit pas, mais j'ai l'impression que c'est pas ouf, et c'était les chiens qu'on essayait de mettre dans des abris, donc là c'est les chats. On est dans un jeu coopératif ou solo d'un auteur dont j'avais déjà essayé le très joli Art Déco, qui est un deck building, donc déco c'est D-E-C-K-O. J'avais essayé ça sur Board Game Arena, il y avait quelques bonnes idées mais ça m'avait pas laissé un grand souvenir, quand même assez classique dans ses sentiments. Et 4 Rescue, c'est du coop un peu puzzly, où on va essayer d'insérer des trucs, il y a quelques contraintes de pause, très vite fait, il y a des points si on réussit à adopter les chats ou à les préparer à l'adoption, et en gros il y a cette grille là de je sais plus 4x4 ou 5x5, et on va insérer des cartes un peu comme dans un labyrinthe, enfin labyrinthe le jeu, pour faire glisser les lignes et les colonnes, et pour ça on va essayer de faire des lignes et des colonnes de même couleur, donc des espèces de morpions, pour les retourner, ce qui va les préparer à l'adoption, et ensuite pour les adopter il faut réussir à les faire sortir, donc justement par cette mécanique de poussette. C'est pas mon kiff, que ce soit en solo, en multi, je trouve les prises de décision assez plates. Alors les illustrations sont charmantes, mais j'avoue que je trouve pas de résonance entre les émotions transmises par le jeu et le thème. Après si votre kiff c'est les puzzle games, pourquoi pas essayer. Franchement pour moi c'est très très oubliable. Et je le disais, on va rester avec les chats, avec cette fois un jeu français aux illustrations pleines d'identité et assez savoureuses. Et moi, ces illustrations sur BGA, ça m'a poussé à les regarder d'un peu plus près, à zoomer et tout, et à sourire un peu aux identités qui étaient données aux différentes familles qui ont par ailleurs été illustrées par différents illustrateurs. En tout cas, par rapport à 4 Rescue dont je viens de parler, on monte quand même un peu d'un cran en termes d'intérêt. C'est un jeu à 2 uniquement, compétitif, asymétrique, puisque on va chacun avoir une famille de chats, et chaque famille a ses spécificités. Enfin, si on joue avec la variante avancée, mais honnêtement, jouer avec dès le début, ça me paraît assez indispensable pour profiter un peu du jeu, parce qu'honnêtement, sans cette variante, c'est assez plat. Donc on joue qu'à 2, mais les familles, il n'y en a pas que 2, il y en a un petit paquet, qui ont toutes leur identité donc, de gameplay, mais aussi leurs identités visuelles. En termes de gameplay, ça va faire un pouvoir en cours de partie, et il va y avoir un chef aussi de famille, qui va appliquer un effet, je crois, en fin de manche, et qui va souvent concerner uniquement sa tuile. Alors moi, ça m'a un peu fait penser à Tally-Ho / Chasse Gardée, je vous en avais parlé l'été dernier, qui est un jeu des années 70, mais Chat de Poche est quand même plus plaisant et plus rythmé, mais encore une fois on est 50 ans plus tard, donc il y a eu du game design qui est passé par là depuis. Parce que, pourquoi Chasse Gardée? Parce que il y a cette idée de retourner des tuiles, mais qui ne sont pas forcément des tuiles à nous. On va retourner une tuile, et ça peut être une tuile entre guillemets neutre, qui va être la proie, ça peut être une tuile d'un chat adverse, ou un chien qui va être une tuile spéciale, ou une tuile à nous. Et
selon en fait comment est-ce qu'on va retourner, l'animal qui est dessus, on va avoir un certain déplacement possible. On va souvent faire des échanges entre les tuiles qui vont dépendre de l'animal retourné. C'est une dynamique que j'aime bien, moi, le fait de ne pas avoir ses tuiles à soi, mais plutôt de devoir optimiser, et que selon ce qu'on retourne, on va plutôt essayer de le placer là ou là, selon comment on essaye de scorer. Alors j'aime un peu moins, une fois qu'on a retourné, le côté un peu calcul de chaque coup, pour essayer d'optimiser le placement, parce qu'on passe dans du jeu abstrait une fois que c'est retourné, hein. Mais encore une fois, hein, c'est pas du tout un jeu calculatoire, puisque les tuiles sont à la base face cachée et qu'on les retourne une par une. Il n'y a pas d'information totalement ouverte. Mais j'ai quand même l'impression que passer la découverte des pouvoirs de chaque clan, qui je trouve qu'ils sont plutôt bien pensés, thématisés et tout, bah les parties sont quand même assez redondantes, les fenêtres de choix manquent un peu d'enjeu, j'ai pas l'impression de m'investir beaucoup dans la partie. Il y a quand même ici et là quelques coups coquins, puisque on va essayer évidemment de récupérer des proies avec nos chats, donc il faut qu'on soit adjacent aux proies, et il y a une question de majorité selon la valeur des chats. Et les chiens dont je parlais, en fait, eux ils annulent entre guillemets certains chats et on les retourne et ils sont plus actifs s'ils sont pointés par un des chiens. Donc il y a aussi tout cet équilibre entre je veux choper des proies, mais en même temps je vais essayer de pousser mon adversaire dans les trucs des chiens, mais il faut que je fasse gaffe à son pouvoir. Donc voilà, c'est pas nul, hein, loin de là. Passer quelques parties on se lasse très vite, notamment les parties où on va découvrir les différents pouvoirs. Je trouve pas que ça propose grand chose que vous n'ayez pas vécu ailleurs en termes de sensations. Vous pouvez essayer sur BGA pour voir si c'est votre truc, ça vient de sortir je crois en boîte. Honnêtement je pense pas que la boîte ou le visuel change grand chose en termes de ressenti, si ce n'est le fait de pouvoir regarder les tuiles d'un peu plus près. Je trouve que quand même éditorialement la gamme de petites boîtes chez Lumberjack c'est plutôt bienvenu, c'est une édition que j'aime bien. Plus tard on va en reparler d'un autre jeu de cette collection qui lui aussi exclusivement à 2, donc plutôt une collection qui commence pas trop mal, même si Chat Poche aurait pu ne pas exister, que je m'en serais pas plus mal porté. Alors lui, Grove, on va passer très vite dessus. Parce qu'en gros, Grove, c'est une repompe complète de Fantasy Realms avec un autre look, d'autres pouvoirs, mais c'est quand même une démarche qui est un peu dégueulasse, donc voilà, je passe dessus assez vite, parce que bon, c'est vraiment une repompe de la même manière. À votre tour, vous prenez une carte face cachée de la pioche ou parmi les cartes défaussées, et puis vous en défaussez une, et quand il y a 10 cartes qui sont dans le marché, donc dans la défausse face visible, et ben la partie est finie, et on révèle nos cartes et on compte les points selon les synergies entre les cartes. Des synergies qui ressemblent beaucoup à celles de Fantasy Realms. Donc ouais, il y a juste des cartes leaders qu'on récupère en début de partie, il y a quelques effets qui sont des attaques des autres joueurs ou des autres joueuses, et que honnêtement, pas grand chose à faire là, ça apporte pas grand chose, c'est un peu gratos. Donc bon, moi j'aime beaucoup Fantasy Realms, si ce n'est son édition complètement conne. J'aime beaucoup donc les dynamiques de Grove, hein, c'est pas le problème, hein, ça se base sur un jeu qui est bien, donc évidemment c'est pas mal en termes de sensations, même si encore une fois il y a certaines cartes que j'aime pas trop, mais franchement quoi. Et c'est vraiment la honte quoi de plagier à ce point un autre jeu, et surtout, voilà, ça pourrait être un fan-made de Fantasy Realms avec un autre univers visuel et tout, pourquoi pas, mais vous commercialisez pas ça quoi. Donc voilà, c'est la honte, c'est honteux de sortir ça, ça finit dans les trucs, dans les flops, même si mécaniquement, hein, Fantasy Realms est bien, hein, donc c'est pas désagréable, mais juste c'est la grosse honte. Je suis dans une phase de revente sur Ocaseo, donc il m'arrive parfois de ressortir quelques jeux pour voir si, est-ce que je le garde ou est-ce que ça dégage. Et donc le joueur de flûte, il fait partie de la gamme Contes et Jeux qui avait été créée par Purple Brain, que moi j'aime bien, qui contient d'assez bons jeux. J'aime bien les 3 petits cochons, j'aime bien la cigale et la fourmi, mon préféré restant le lièvre et la tortue de Gary Kim. Alors celui-ci, le joueur de flûte, faut y jouer assez nombreux. Il y a une configuration qui est indiquée à partir de 2. Bon, à 2 c'est nul, hein, ça manque de vie, on met des espèces de maisons neutres entre les joueurs et les joueuses, bon, c'est vraiment pas très bien. Sinon on est dans du pur jeu très coquin, très vilain, où on va essayer de, évidemment, remplir les maisons des adversaires de rats pour les éliminer, et en même temps il y a le sentiment d'essayer de empêcher que la nôtre le soit, donc il y a cet équilibre entre vider un truc qui commence à se remplir et remplir un autre truc, qui est assez intéressant en termes de dynamique et de dynamique de flux, j'ai envie de dire. Et donc pour faire ça, on va activer des personnages, donc soit les rats, soit le joueur de flûte, qui lui est dans le titre et va donc attirer les rats ailleurs, et on va poser du coup des cartes qui vont les faire se déplacer dans un sens ou dans l'autre. Il y a des petits trucs d'activation, on va essayer d'optimiser le placement des cartes, on va essayer d'éviter de faire des ouvertures trop fortes aux autres. C'est aussi un jeu où on va pas mal bavarder et on va tchatcher pour pourrir telle ou telle personne. Donc l'ambiance autour de la table, si on apprécie un peu ce genre d'interaction un peu fourbasse, moi c'est une ambiance que j'aime bien. Alors le jeu est quand même assez fermé, hein, ça offre assez peu de possibilités, on fait très vite le tour des enjeux, il y a vraiment une redondance au cours même de la partie qui fait malheureusement un peu retomber dans l'ambiance taquine que, comme dit, cette ambiance là autour de la table, elle naît au début de la partie, et puis finalement le jeu propose pas de la renouveler, donc ça tombe un peu à plat.
Donc comme tous les autres jeux de la gamme, il est assez accessible pour un public assez jeune avec sa petite revisite du compte et tout. Je vous avoue que j'ai pas eu l'occasion moi de confronter un public plus jeune, genre de 7-8 ans au jeu. Peut-être que les enfants, eux, vont pas se lasser de cette dynamique-là, comme moi ça a pu être mon cas. Mais de mon côté, bon, je parlais de Ocaseo et tout, clairement il va quitter ma ludothèque sans regret si je lui trouve repreneur. Parce que j'ai déjà des jeux en fait qui procurent ce genre de sensations autour de la table, sans que ça amène l'ennui que m'a emmené le joueur de flûte. Un petit jeu de cartes du mois, alors c'est un jeu Mojo où j'avais eu des échos mitigés et je vais me joindre forcément à cela. Du coup ça rejoint une collection de jeux un peu anodins qui apportent pas grand chose au genre. Alors c'est pas déplaisant, hein, c'est vraiment un truc où on tape le carton, mais bon j'ai plein de propositions en fait plus malines, plus enthousiasmantes dans ce genre-là, dans ce format-là, et qui sont pas plus compliquées, donc qui peuvent plaire aux mêmes personnes mais que moi je trouve meilleures, et donc j'aurais aucune raison de proposer de jouer à Mojo alors que j'ai tout ça. Donc ici bof. Il y a un système de pose de cartes qui est pas très intéressant, cette histoire de poser des trucs inférieurs ou égales. Bon, voilà, ça offre assez peu de choix aussi. Très dépendant de la pioche, il n'y a pas grand chose de malin. On fait un peu tout de manière automatique. Il n'y a pas vraiment d'investissement dans la partie de ma part. Il y a un truc que je retiens, c'est le scoring, qui me fait penser un peu à un non merci du pauvre, parce qu'il n'y a jamais l'attention qu'il y a dans un jeu de 2005. Là, c'est en gros, au niveau du scoring, on va scorer qu'une carte d'une couleur donnée, donc si j'ai plusieurs cartes jaunes, je vais en scorer qu'une. Du coup, on va peut-être parfois essayer d'optimiser sa main pour avoir pas mal de cartes de la même couleur, comme ça on évite de toutes les scorer. Et également, si on a plusieurs fois la même valeur, on va la scorer qu'une fois, donc bon, voilà, vous videz un peu le truc. Si on gagne pas parce qu'on a vidé sa main, au moins on essaye de limiter la casse, et donc il y a un peu vite fait de gestion de sa main, puisque le but c'est de faire le moins de points possible. Bon, ça va pas mal dépendre de la pioche. Je vous avoue que j'ai pas grand chose à retenir de Mojo, et certainement pas ce qui lui donne son nom, la fin de partie où on déclenche le Mojo et qui est un peu à la Skijo, où en gros on va dire j'ai plus que 3 cartes en main, donc pouf, je déclenche le Mojo et vous avez encore 3 tours, et l'idée c'est d'essayer d'avoir moins de points que les autres, sauf que ça dure 3 tours, donc c'est beaucoup plus dangereux qu'un Skijo ou qu'un Sea Salt and Pepper, et en plus enfin il y a plein de moyens de contrer ça et tout, je sais pas, il y a des retournements de situation, donc c'est cool, mais sauf qu'ils sont complètement absurdes et complètement incontrôlables. Bon, c'est pas ce qui m'a dérangé, mais je trouve ça un peu nul. Donc bon, on n'est pas quand même au niveau de la nullité d'un Line It qui est sorti l'an dernier, donc vraiment je retenais que du négatif. Et ici, il y a cette petite dynamique de gestion de main de la fin de partie. Une partie pour taper le carton, pourquoi pas, mais ça reste très médiocre, ça reste en dessous de plein de propositions du genre, donc vous pouvez vous en passer. Je vous ai jamais parlé ici de My City, ce jeu Legacy de Rainer Knizia avec de la pose de Polyomino, parce que en fait j'avais commencé la campagne, on a fait quelques parties avec ma compagne sur BGA et j'espérais la finir avant de donner un avis final. Et finalement, alors c'est très facile d'y jouer dans ce format en numérique et tout, on n'est pas allé au bout, on s'est arrêté après quelques parties, on n'a jamais eu trop l'envie d'y revenir. Alors pourtant on m'a dit qu'en physique ça prenait un peu plus d'ampleur, notamment par l'aspect physique lié au Legacy. Là, je vous avoue qu'en termes de pur système, ça m'avait qu'à moitié convaincu et je m'ennuyais un petit peu. Et pourtant, voilà, comme on sait jamais, j'avais pris sa version Roll and Write avec des dés qui, on va le dire, sont un peu cheapos, mais on s'en fout un petit peu, et les retours étaient pas très enthousiastes, alors que My City a quand même une bonne réputation. Alors depuis que je l'ai pris, j'ai fait une campagne complète en physique et une en solo sur BGA, et aussi j'ai fait quelques parties one-shot, et donc ça me fait un bon paquet de parties, hein, pas loin d'une trentaine du coup, mais bon... Effectivement, c'est une version qui me paraît encore plus manquer d'intérêt que la version de base de My City. Et pourtant, il y a de bonnes idées. Par exemple, il y a le fait que les dés, alors ça limite les choix, mais en gros, ça va représenter certaines formes et on va les assembler de manière obligatoire. Et du coup, ça évite de trop prendre la tête dans l'assemblage des différentes phases de dés. C'est assez transparent. Il y a aussi le fait que les parties sont vraiment différentes selon les tirages des dés. Et du coup, les parties, ça peut être du très très tranquille où tout va bien, la frustration intense de certains trucs qui tombent pas. Et... bon, sauf exception, c'est un jeu qui est quand même très très dans son coin, mais il y a quand même ce petit plaisir de comparer avec le même tirage les choix de chacun ou chacune, et comment est-ce que les tirages successifs ont favorisé telle ou telle orientation, un peu comme dans un Take It Easy dont je parlais le mois dernier, où on tire la même chose et pourtant on n'arrive pas au même résultat, et pourquoi. Et du coup, au cours de la partie, on n'attend pas non plus les mêmes lancers de dés, un peu comme dans Take It Easy, on n'attend pas les mêmes tuiles qu'on espère voir sortir. Après voilà, bon, le système de base, on en fait très très vite le tour, et je vous avoue que les ajouts de la campagne, c'est pas très game changer.
ça modifie très peu la dynamique globale. Il y a cette impression de faire des parties qui vont se suivre, vont pas avoir vraiment de lien entre elles, qu'à la fin il y a une espèce d'addition des scores, mais où il n'y a pas vraiment une dynamique globale. Oubliez aussi le côté legacy, c'est plus vraiment un jeu en campagne, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles règles. Il y a, comme dit lors de certains chapitres, une très légère persistance, mais ça reste très superficiel. Il n'y a pas beaucoup d'ajouts qui viennent modifier la donne, il n'y a pas vraiment d'évolution durable. Et dans My City, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait quelques mécaniques de catch-up qui permettaient de se rattraper si on avait perdu. On pouvait râler dessus, on pouvait trouver qu'elles étaient un peu fortes et que en gros ça pouvait pousser à se dire bah en fait les premières parties j'ai pas intérêt à les gagner parce que j'ai plutôt intérêt à bénéficier des effets. Ici pas du tout, puisque à chaque fois on repart de zéro en fait, à chaque grille il n'y a rien qui reste. Donc le résultat final en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être comparé entre les différentes personnes, il n'y a pas vraiment d'équilibrage global à la campagne. Si on reste plusieurs parties, on va perdre la campagne et voilà. Donc en fait il est plus pertinent presque de se comparer à l'échelle de score qui est encore une fois un élément que je trouve assez anodin dans les jeux du genre. Il y a quand même quelques risques ici et là sur chacune des parties, on essaie d'optimiser chacune des parties, mais il y a ce sentiment de vous avez fait une campagne parce que My City était un legacy, vous auriez pu vous en passer en vrai. Alors je m'étends un petit peu sur cette partie, mais dans l'ensemble, bon, on a fini la campagne sur grande souffrance, mais il n'y avait pas non plus de grand plaisir, quoi. Il y avait aussi un gros sentiment de redondance, du fait que ça manque beaucoup d'inventivité. C'est assez décevant de la part de Knizia. Je crois que My Island, qui est un peu la suite spirituelle de My City, a aussi reçu des accueils mitigés cette année. Donc bon, si vous voulez essayer, alors moi j'avoue que j'ai pas fini du coup My City, mais a priori c'est vraiment le My City d'origine que vous devriez essayer si ça vous intéresse. Moi je sais pas si je retournerai un jour, parce que mon expérience sur cette version à cocher, ça m'a pas plus motivé que ça. Celui-là c'est le jeu qui m'énerve un peu en ce moment, il y a tout le monde qui en dit du bien, qui semble l'adorer et tout, et je comprends pas pourquoi. Et alors attention, je retire à personne le plaisir d'apprécier le jeu, je vous juge pas du tout parce que vous prenez du plaisir à Pixies, juste ça m'énerve parce que moi j'arrive pas à comprendre l'attrait que semble engager Pixies, et j'aime bien moi comprendre, et j'aime bien, encore une fois, je le redis au moins une fois par vidéo dans la partie, j'ai aucun intérêt à défoncer un jeu, je préférerais moi aussi m'enthousiasmer pour lui, dans l'ensemble je préfère avoir des sentiments positifs et des choses plaisantes à dire, et j'aime pas trop ne pas comprendre en fait, avoir l'impression de passer à côté d'un truc, et de ne pas comprendre pourquoi est-ce que tellement de gens s'enthousiasment pour un jeu alors que moi je trouve ça vraiment nul, et là pour le coup vraiment nul quoi, c'est-à-dire pour moi il y a aucun intérêt à Pixies quoi. Alors bon, je vois bien qu'est-ce qui peut permettre Pixies de se vendre et de faire parler de lui. Il y a la taille de la boîte qui est plutôt bonne, qui rejoint en taille celle de Sea Salt and Pepper, qui est pas dans la surédition un peu absurde. Il y a aussi la patte visuelle, alors qui est là aussi une forme de continuité avec le jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, parce qu'il y a cette volonté de prise de photos d'éléments non illustrés, plus physique. Ici c'est du land art, dans Sea Salt c'était de l'origami. Alors on pourra trouver ça très creepy ou choupi, mais en tout cas ça a une vraie identité quoi. Ça change un peu des illustrations dessinées quoi. Et derrière l'argument qu'on trouve c'est mais vous savez c'est un petit jeu accessible qui prend peu de temps. D'accord, il y a plein de petits jeux accessibles qui prennent peu de temps. Donc Pixies, le fait que ce soit un petit jeu accessible qui prend peu de temps, c'est pas un argument comme quoi c'est un bon jeu. Ok, en tout cas pas pour moi. Donc pour moi il devrait avoir autre chose qui se démarque pour dire que c'est si bien. C'est des arguments là qui disent rien de sa qualité ludique, même si c'est des arguments qu'utilisent de plus en plus les éditeurs en disant vous allez y jouer en temps de temps. Et pour moi c'est là que le bas blesse, c'est que dans Pixies je lui ai donné pas mal de chance, parce que tout le monde en dit du bien et tout, et si je suis tout seul à trouver un truc nul, je vais essayer quand même de leur donner des chances en me disant peut-être que je passe à côté de quelque chose, peut-être qu'à un moment ça va matcher. Donc là j'ai essayé plein de fois, dans plusieurs configurations. Celle à 2 ça reste celle que je déteste le moins, parce qu'il y a un peu plus de contrôle en termes de contrôle de draft et de contrôle du tableau de l'adversaire, mais sinon vraiment c'est juste de la bête construction de tableau quoi. On va récupérer des cartes dans une rivière, des contraintes de pause qui sont rejointes par quelques systèmes de scoring, dont le plus intéressant pour moi c'est ce système de validation par une deuxième carte. On est obligé de mettre 2 cartes sur un emplacement pour le valider, et cette contrainte de j'aimerais bien valider mon 9 mais en même temps j'ai plein de petits trucs qui me font que le 3 là il est pas si mal et tout, voilà, mais sinon c'est nul quoi. L'habituel c'est il y a des trucs, c'est 1 point par telle couleur de carte, c'est j'ai des petites spirales donc ça va faire des points, j'ai des petites croix donc ça va en enlever, donc en fait ce 9 il vaut que 4. Et alors il y en a un élément de scoring qui pour moi est une aberration en fait en termes de game design. C'est pas que chez Pixies, le mois prochain je vous parlerai d'un autre jeu qui pour moi a le même souci, mais en gros dans Pixies il y a 3 manches.
D'accord, chaque manche va se terminer dès que quelqu'un a fini son tableau, et les 3 manches, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont remises en place comme si c'était un début de partie, il n'y a pas d'éléments conservés d'une manche à l'autre. Il n'y a pas de persistance. Parce que rajouter une persistance, ça serait des règles en plus, ça rajouterait une forme de complexité. Sans doute que l'auteur ou l'éditeur, ils n'ont pas voulu faire ça, et je peux comprendre, hein, pour le coup, hein, de ne pas vouloir rajouter des trucs inutiles et qui parasiteraient, entre guillemets, l'expérience de jeu. Mais dans ce cas-là, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a un scoring qui, déjà, est un peu nul, et pas original, c'est ce truc de cartes adjacentes de même couleur. En gros, la plus grande zone où il y a des cartes adjacentes de même couleur va rapporter des points pour chaque carte. Et donc, ce scoring, au-delà de pas être très intéressant et pas original, il est évolutif. C'est-à-dire que première manche, il va rapporter 2 points par carte, donc si j'ai 3 cartes rouges les unes à côté des autres, et que c'est ma plus grande zone de cartes de même couleur, ça va me rapporter 6 points, mais à la deuxième manche, ça va me rapporter 3 points par carte. Et à la troisième manche, ça va rapporter 4 points par carte. Donc cette même zone, elle m'aurait rapporté 12 points à la fin, alors que c'est 6 points, donc le double de la première manche. Pourquoi? Alors dans l'idée, hein, en termes de sentiment de jeu pur, je vois l'idée de se monter en puissance, de se dire là c'est la troisième manche, je vais plutôt favoriser de scorer des zones de manche plutôt que les spirales ou plutôt que de faire mes 9. Je vois l'idée de crescendo. Mais ça c'est l'envie de l'éditeur et de l'auteur, et moi je retrouve jamais cette réalité là en tant que joueur. Parce que comme il n'y a aucune persistance, et qu'il y a quand même beaucoup de hasard, en gros il y a des manches où tout simplement, même en essayant de faire bien et tout, t'arriveras pas à faire des zones de même couleur parce que les gens auront contre-drafté, que ce soit volontaire ou non, parce que les cartes seront pas tombées au bon moment, parce que c'est pas toi qui aurais été premier joueur au moment où il y avait la carte qui t'intéressait. Il y a donc pas mal de hasard, de chance, de malchance dans le tirage des cartes et tout. Du coup, pourquoi valoriser cette troisième manche? Pourquoi dire que là, cette personne-là, elle va peut-être juste avoir eu plus de chance à la troisième manche qu'à la première, et ça va favoriser ce gros scoring sans que il y a le sentiment de en fait c'est grâce à moi, ni de en fait c'est contre moi. Alors évidemment peut-être qu'on va plus contre-drafter à la troisième manche et tout, mais le contre-draft a quand même ses limites là. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe, que je rejette en termes de game design pur. Il y aurait un peu une construction de quelque chose en se disant là je sacrifie entre guillemets des trucs à la première manche, mais c'est pour préparer ce gros scoring à la troisième, ça aurait du sens. Ça rendrait un jeu plus compliqué, ça je sais. Mais du coup ce scoring, cette évolution n'a aucun sens pour moi. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment absurde. Donc pour moi, Pixis, ça rejoint vraiment les autres jeux de l'auteur de Yuan Gupi, malheureusement. Je trouve que c'est vraiment du game design assez fainéant. Des trucs où vraiment, je sais pas, enfin, je vois pas à quel moment on a envie d'éditer ça et de créer ça et de commercialiser ça. Enfin, commercialiser si, parce qu'on sait comment ça va se vendre, c'est valorisé par des termes marketing, une communication qui a finalement pas grand chose à voir avec le jeu en lui-même. Pour moi, il y a cette identité visuelle dont j'ai parlé, mais qui trouve aucun écho en termes de ressenti, c'est un habillage. Là aussi marketing, parce que si Salt and Pepper c'est bien vendu, lol, les origamis c'est bien, on va faire autre chose. Encore une fois, cool de valoriser le travail de l'artiste, pas de souci. Pour moi, c'est juste un mauvais jeu, aucune émotion nouvelle, chouette téléguidé, enjeu inexistant, c'est du pur produit en fait. C'est du produit qui est là pour être vendu plutôt que de procurer des sensations. C'est très très représentatif d'une certaine tendance du marché qui en gros on s'en fout des sentiments de jeu, on veut juste du fast food, on veut juste communiquer sur hey ça va vous durer 5 minutes ou 10 minutes et c'est facile d'accès. Là vous parlez d'un produit, vous parlez pas d'un jeu. Pixis est peut-être un très bon produit, pour moi c'est un très très mauvais jeu, d'autant que les qualités du produit, il y a plein de jeux antérieurs qui sont meilleurs et qui ont déjà toutes ces qualités. Encore une fois, j'aurais adoré aimer Pixis, comme j'aurais adoré aimer tous les jeux. Pour moi, c'est vraiment pas bien du tout. Voilà, c'est fini avec les déceptions, les choses qui m'ont pas trop plu. On va passer du bon côté de la porte. Ça se dit sans doute pas, mais en tout cas du bon côté de la force, avec les choses qui m'ont plu. Je vous l'ai dit, il y aura un top, mais avant le top, on va passer aux choses que j'ai aimées sans que ce soit des tops. Donc les expériences que j'ai trouvées plutôt pas mal. Cool. Pas de jeu de pli le mois dernier, il fallait bien reprendre les bonnes habitudes, même si Cheese Tricks ce sera le seul pour février. Alors c'est un jeu que j'ai joué exclusivement sur Board Game Arena, la version physique elle n'est pas encore disponible, elle est uniquement en précommande dans certaines boutiques. Et j'ai joué à 2 et 3, sachant que la configuration à 2 est vraiment inférieure, j'ai pas encore joué à plus de 3. Et donc on est dans du jeu de pli à suivi obligatoire, avec atout qui peut changer entre les différentes mains. Et en gros l'atout il va être choisi par la personne qui a le plus petit score une fois qu'elle connaît sa main, donc
un peu de catch-up là-dedans. Et c'est aussi un jeu de pli, je sais pas exactement comment le dire, mais à contrat, à mission, à objectif, un truc comme ça, un peu comme dans The Crew, sauf qu'on est dans du jeu compétitif. En gros, pour gagner des points, de toute façon, il va falloir prendre des plis, parce que c'est les plis qui vous donnent des points, mais le nombre de points de chaque pli, ça va dépendre de combien de, on va appeler ça des contrats, hein, du coup, voilà. Et donc le nombre de points de chaque pli va dépendre du nombre de contrats qui va être réalisé. L'idée, ces contrats-là, c'est des chats qui nous chassent, puisqu'on est des petites souris qui essayons de récupérer du fromage, et on peut être chassé par 0 à 3 chats, chaque chat ayant des conditions particulières. Et en gros, vous, l'idéal, c'est d'essayer de remplir que 0 ou 3 conditions sur les 3, parce que si vous en remplissez 0, ben, chacun de vos plis va valoir 2 points, et si vous arrivez à remplir les 3 conditions, alors là, c'est le jackpot, c'est un peu un shoot the moon inversé, où vraiment vous cherchez la totalité, ce qui est assez facile à contrer, mais dans ce cas-là, chacun des plis vaut 3 points, donc si j'ai 4 plis et que j'ai réussi à me faire chasser par les 3 chats, ça me fait déjà 12 points. Ça permet parfois, notamment lors des dernières manches, de pas mal rattraper en prenant ce risque-là, même si encore une fois c'est facilement contrable. Et par contre, bah, si vous êtes chassé par un seul chat, chaque pli va valoir un seul point, donc c'est pas beaucoup, mais si c'est carrément 2 des conditions que vous remplissez, alors là c'est pire, puisque vos plis ne vaudront rien, chaque pli vaudra 0 points, donc quelque chose fois 0, je vous apprends rien, ça fait 0. Et c'est vraiment le cœur, ce système de contrat, un peu en compétitif. Le reste c'est vraiment assez classique en termes de jeu de plis. Les contrats ça va être des trucs du genre prendre le xème pli, avoir le moins de cartes de telle valeur, récupérer telle carte précise. C'est parfois aussi, alors c'est facilement contrable par une variante maison, mais parfois il y a des objectifs qui se contredisent carrément, qui vont être avoir le plus de plis et le moins de plis par exemple, ce qui est pas possible parce que quand il y a égalité, toutes les personnes concernées sont chassées. C'est pas un truc qui s'annule où personne n'est chassé, c'est tout le monde est chassé. Donc il y a des situations, des manches où forcément on sera au moins chassé par un chat. Si vous trouvez ça chiant, je peux le comprendre, bah tout simplement vous dites qu'il faut qu'il y ait un objectif de chaque type ou des trucs comme ça. Moi ça m'a pas dérangé, je trouve les situations plutôt amusantes et il faut s'en dépêtrer. Ça donne des dynamiques un peu différentes, ça me dérange pas plus que ça. Après, au-delà de ces missions, de ces contrats, comme dit, le sentiment de jeu est quand même assez classique, notamment le fait que malgré un atout qui va changer, bah, l'idée quand même dans votre jeu ça va être de prendre des plis pour marquer des points, puisque même si vous essayez de pas prendre certains plis, il y a une dynamique de trick avoidance hein, pour essayer de ne pas prendre certains des plis. Bah, si vous en prenez aucun, vous n'allez pas être récompensé quoi, puisque chaque pli vaut un certain nombre de points, il faut prendre des plis. Et du coup, bah, ça donne ce qu'il y a un peu comme souci parfois dans les jeux de plis de ce genre-là, c'est que bah, si vous avez une bonne main, bah, vous allez plutôt prendre des plis. Si vous avez beaucoup d'atouts, des cartes de haute valeur, bah voilà, vous pouvez priver quelqu'un des plis, donc ah bah t'as pris 3 contrats, certes, mais t'as eu 2 plis, donc tu fais 6 points. Moi à côté, bah, j'en ai pris 1, mais j'ai pris tous les autres plis, donc je gagne beaucoup. C'est d'autant plus vrai évidemment à 2, hein, qui est encore une fois la moins bonne des configurations. À 3, il y a un petit peu moins de ça. Il y a cette dynamique d'aller chercher le 3e contrat, il n'y a pas de dynamique de shoot the moon vraiment purement à se dire bah je fais aucun pli et ça me rapporte des points. Donc ça c'est toujours une dynamique un peu problématique entre guillemets dans les jeux de plis quand il n'y a rien pour contrer trop ça, mais bon moi à chaque fois j'ai passé un bon moment, plus à 3 qu'à 2, hein. C'est assez un jeu de plis assez tranquillou, hein. C'est pas très tendu, il n'y a pas de gros twist qui fait mal au crâne et où il faut reconsidérer un peu tout, mais il y a quand même des dynamiques assez intéressantes selon certaines manches. Moi je retiens vraiment, comme dit, ces contrats là qui sont le cœur du jeu. C'est pas inédit, hein, encore une fois, The Crew faisait ça de manière coopérative et c'est pas le seul jeu qui le fait de manière compétitive, mais c'est ce qui permet un peu de donner tout l'enjeu au reste. Donc c'est pas un indispensable à votre ludothèque si vous aimez le genre, mais ça reste un jeu sympathique que je vous invite à essayer sur BGA, même si évidemment le genre se pratique mieux sur table. J'ai parlé de Flip Town dans mon bilan 2023 du côté, je crois, des jeux solo, parce qu'il se prête très bien à cette pratique, notamment quand on joue avec un mode de jeu qui rajoute un adversaire, un bot, qui va agir différemment selon la personne qu'on affronte, et qui va proposer de l'adversité plutôt que juste une course au meilleur score. Voilà, Flip Town, c'est pas des sensations très nouvelles. Il y a un système de flip and ride qui est basé sur un jeu de 52 cartes qui me le rend assez sympathique, notamment bah voilà, vous pouvez trouver il est disponible en print and play facilement et il vous suffit d'un jeu de 52 cartes. Mais je trouve que ce qui fait, il le fait très bien. Il y a notamment des zones d'action qui vont dépendre un peu des couleurs qu'on va utiliser, et chaque zone a son petit système. Parfois il y a aussi une intrication entre les différentes zones, notamment je pense à la zone des bâtiments, je crois que c'est le trèfle, qui va être une espèce de petite création de moteur qu'on va en général essayer d'activer au début de la partie, qui va permettre de bénéficier de plein de petits effets tout au long du jeu sur les autres zones. Il y a aussi cette main de poker en fin de manche, donc à chaque tour il y a une carte qu'on va mettre de côté pour la fin de manche, et à la fin on va essayer de faire la meilleure combinaison de poker possible, et meilleure est notre main, meilleurs seront les effets de fin de manche.
Je trouve ça que c'est un peu un raté, c'est-à-dire que thématiquement et matériellement ça colle très bien, avec l'idée du deck traditionnel et tout, mais je trouve que bon, ça tombe un peu à plat par rapport au reste, que ce soit, il n'y a pas vraiment cette explosivité de fin de manche, et puis j'ai pas l'impression que ce soit le cœur du jeu, alors que ça aurait pu. Je trouve que c'est un peu, ouais, un peu à côté. En général, ouais, c'est pas. Par contre, ça aide à faire des choix au moment du choix de qu'est-ce qu'on attribue à quelle carte, puisqu'on prend 3 cartes et on va devoir en attribuer une pour la couleur, une pour la valeur et une pour la main de poker. Ça permet de faire un choix assez facile quand on voit le reste de notre main de poker. Je rentre pas plus dans les détails que ça, il y a des petits soucis de lisibilité, il y a aussi des bons choix éditoriaux qui permettent de rappeler facilement les effets dont on bénéficie, les effets permanents qui sont débloqués grâce au bâtiment. C'est des sensations que j'apprécie, dans un format que j'apprécie. Ça renouvelle pas grand chose, on va pas se mentir, ça m'apporte pas des sensations inédites. Je pense que peut-être aussi dans mon bilan de 2023, je l'avais aussi mis dans les trucs réchauffés qui font le taf. Il y a un côté un peu pantouflard, mais du bon côté de la pantoufle. Si vous voulez en voir plus du côté mécanique, j'avais fait un hebdo jeu de société où j'avais fait une partie complète sur Tabletop Simulator en prenant directement mon matériel, et voilà. Je vous mets en tout cas ça dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Alors celui-là, je m'étais un peu spoilé en regardant des vidéos Board Game Geek, donc je savais un peu où j'allais quand je me suis lancé dans la campagne avec Paul Gara sur Tabletop Simulator. Paul Gara qui a le jeu en physique et du coup c'était bien pratique pour certains points de règle. On est sur du jeu coopératif assez old school, c'est pas le seul jeu livre-aventure là, truc bidule de la gamme, il y en a eu d'autres. Et donc l'idée c'est, on a des missions à remplir à l'aide de symboles, avec les bonnes cartes en gros, on a des cartes et il faut qu'on défausse les bons symboles pour remplir un objectif tout en étant parfois à tel ou tel endroit de la map. Et on va éviter les dangers qui vont se dresser sur la route des personnages, qui vont là aussi dépendre du scénario. Et il y a un système de campagne, je sais plus combien il y a de scénarios, 8 peut-être par là. L'opposition principale, au-delà des adversaires, c'est vraiment la pioche un peu capricieuse. Parfois, t'as l'impression de pas pouvoir y faire grand-chose et que ta réussite ou non va dépendre de ta pioche. Il y a bien quelques cartes spéciales qui vont permettre de renouveler un peu ça, il y a bien quelques jokers, mais il y a quand même eu quelques moments frustrants où t'es là et tu te dis en fait on a joué mieux et on n'est pas récompensé du tout parce que le pif a fait que... je demande pas un contrôle total, hein, vous savez que j'aime pas ça, mais je sais pas, je trouve que l'équilibre est un peu inégal là-dessus. Et l'autre opposition, c'est un deck de cartes qu'on va tirer à chaque fin de tour, je crois, et qui va dire là t'as tiré telle carte donc il se passe ça, et ça va activer les menaces du scénario en cours. Et il y a en plus de ça une menace au plus long terme sous forme d'une piste qu'on veut pas trop voir progresser parce que si on arrive au bout, la campagne est perdue complètement. Donc voilà, et puis il y a plein de petits trucs négatifs qui arrivent ici et là, mais cette piste là on va forcément y avancer parce que c'est en gros elle avance quand on utilise justement ces fameuses cartes de joker qui nous permettent de remplacer n'importe quel symbole, et des fois il faut le faire pour essayer de progresser dans le scénario. Je trouve que les fenêtres de choix, alors j'ai pas fini la campagne encore, mais peut-être que ça se débloque plus tard, avec plus de cartes un peu spéciales qui viennent d'un deck particulier et qui s'incluent petit à petit dans le jeu, mais je trouve que les fenêtres de choix sont assez limitées, tout est un peu obvious, il y a aussi le livret de règles qui ici et là laisse des interrogations un peu bébêtes. Souvent on a dû les résoudre un peu par logique et après on vérifiait, on trouvait la réponse mais c'était pas très bien organisé. Et puis j'ai trouvé que le livret de règles laissait pas mal à désirer. Mais du coup, là où le jeu prend un peu des points qui me font que c'est un jeu que j'ai bien aimé et qui m'a agréablement surpris, mais je m'en doutais un peu dès que je voyais les vidéos, c'est la variété des scénarios. Donc évidemment c'est des scénarios qui vont être basés sur les grandes étapes du récit de Tolkien, et si on est sensible à cet univers et à ce récit, à cette histoire, on y retrouve des enjeux narratifs. Alors le système de résolution d'objectifs il est un peu répétitif, c'est toujours cette histoire de défausser des cartes avec les bons symboles, mais il y a quand même des situations et des dynamiques qui sont assez variées, et qui sont je trouve assez pertinente par rapport à la dynamique du récit en lui-même. C'est comme dit, par exemple, sans spoiler plus que ça, mais le premier c'est très classique, c'est les hobbits qui essayent de retrouver Aragorn d'abord au poney fringant, puis aller au Mont Venteux en évitant les Nazgûl, classique. Le deuxième c'est le Conseil d'Elrond. Et le Conseil d'Elrond c'est l'idée de convaincre les différents personnages d'y participer. Alors il y a cette menace d'Elrond que je comprends pas trop en termes de thématique, mais sinon en termes d'objectifs, ça colle quoi. Et je trouve que c'est assez chouette de ce point de vue-là, et de réussir à renouveler un peu enfin, en gardant le même système, renouveler un peu les objectifs plus d'un point de vue narratif en fait. Alors ça n'a pas l'investissement d'un Legacy, il n'y a pas vraiment d'identification forte, mais il y a quand même quelques surprises du coup. Et ces surprises-là, la manière dont tout ça fonctionne, et dont ah tiens ce scénario il fonctionne comme ça et ça raconte ça, et c'est assez agréable de le découvrir à la lecture des règles, du scénario, à la mise en place. Et alors je vous ai dit que je m'étais un peu spoilé, donc voilà, je savais un peu des trucs, mais rappelez-vous que j'ai une mémoire de poisson rouge, et du coup la plupart des scénarios je m'en rappelais plus, donc j'étais quand même surpris à chaque fois. Mais ça c'est du fait de ma mémoire. Si vous pouvez éviter de vous spoiler, si vous aimez le truc,
essayer de ne pas vous spoiler. Ça en fait pas un incontournable, hein. Il y a notamment des tropes un peu classiques du genre, du jeu coopératif comme ça, et je l'ai dit, les fenêtres de choix me paraissent un peu limitées et pas très intéressantes. Ça manque un peu d'émotions aussi fortes que je les aurais voulu en termes de menaces, en termes de tension, mais ça a suffi à me procurer des parties dont je me souviens, notamment par les spécificités de leur scénario. Comme chat de poche dans la partie précédente, Solstice, il entre dans la collection des petites boîtes de jeux à deux chez Lumberjacks, donc cette nouvelle gamme. Et cette fois, c'est une collaboration entre Bruno Cathala et Corentin Lebras, donc des auteurs quand même bien installés. Et donc Bruno Cathala avait été inspiré par le Hanafuda dans Sea Salt and Pepper, et on retrouve cette influence-là affirmée, hein, c'est pas caché. Cette fois-ci, je crois que c'est dans le système de prise des tuiles, donc c'est une autre influence du Hanafuda sur le travail de Cathala, parce que je pense que c'est Cathala qui était inspiré par ça plus que Corentin Lebras. Et les tuiles... Déjà dans Chat de poche, c'était super joli et tout le travail des différents illustrateurs. Ici c'est Goro Bay qui était là sur certaines tuiles de Chat de poche et c'est superbe, vraiment j'adore. C'est vraiment en fait porteur d'aventure un peu et je sais pas, il y a un côté très abstrait, la thématisation on s'en fout un peu, il y a même quelques absurdités et tout, mais je sais pas, il y a un truc qui marche très très bien dans les illustrations et dans le sentiment d'aventure que ça procure, alors que c'est pas un jeu d'aventure du tout, hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne très bien sur moi en tout cas là-dedans. Alors j'ai joué que en ligne encore une fois, que sur Board Game Arena, il va arriver d'ici quelques semaines au moment où j'enregistre, et pour le coup je sais que j'ai eu des retours de gens qui ont essayé à Cannes, et donc c'est exclusivement à deux, et je pense qu'il va gagner à être pratiqué sur table, parce que c'est un jeu à deux qui n'a pas l'attention d'un district noir par exemple, mais où il y a quand même un peu de blocage, et pour évaluer comment on peut bloquer, c'est plus simple en ayant directement le truc en face, même si bon, c'est un blocage qui peut être contourné par des tuiles arc-en-ciel, voilà, parce que c'est du face à face, et l'idée c'est que chaque tuile est présente une seule fois, donc un 7 rouge, il n'y en a qu'un, donc si je prends le 7 rouge, mon adversaire ne le prendra pas. Et encore une fois, il y a des arc-en-ciel qui permettent de le contourner, mais de base, il y a quand même une interaction assez forte dans la privation d'adversaire de certaines tuiles. Et c'est important de le priver de certaines tuiles, puisqu'il y a une question d'adjacence et tout, bon bref, je vous passe les détails de scoring, mais ça a de l'importance. Et alors finalement, il s'est frayé un peu son chemin dans la partie des jeux que j'ai appréciés, alors que sur le papier, il n'a pas grand chose pour me convaincre, Solstice, au-delà de ses visuels, parce que honnêtement, le scoring, alors il y a un scoring par zone, la plus grande zone de trucs adjacentes, voilà, hein, et il y a aussi les petites lanternes allumées si on arrive à partir du bas. Voilà, c'est pas passionnant, hein, c'est pas des systèmes de score qui sont vraiment révolutionnaires, ni très intéressants. Les esprits aussi qu'on peut débloquer en faisant des petits carrés de tuiles, bon, la plupart sont oubliables, même si, bon, moi j'oublie surtout ceux qui rapportent des points, je les trouve un peu quelconques. Même si ça peut pousser à avoir certaines dynamiques différentes, notamment par exemple l'esprit qui donne des points pour les petits esprits de feu, là, les petites lanternes qui ne sont pas allumées, ou qui font des scores par zone différente, ça c'est des esprits intéressants. Moi je préfère encore ceux qui ont des effets immédiats, ou ceux qui vont permettre de rajouter des tuiles et tout, plus que ceux qui rapportent des points en moyenne. La mécanique de prise, donc qui est inspirée du Hanafuda, l'enjeu est assez limité, les choix sont quand même souvent assez évidents. Il n'y a pas vraiment ni frustration ni réflexion à moyen terme, il y a quand même ici et là quelques choix, ici et là quelques moments de surprise quand on prend sa seconde chance. Il y a tout qui semble à la fois un peu inconséquent, mais ça semble aussi couler de source. Et je sais pas, moi je trouve que Solstice, alors dans un format beaucoup plus contraint et enfin plus petit, il y a un peu un côté comme Trekking Through History l'année dernière, je vous en avais parlé, il arrive d'ailleurs en français d'ici peu, donc si vous êtes curieux vous pouvez retourner voir mon avis, j'avais plutôt apprécié. Il y a cette forme un peu de jeu classique, mais extrêmement bien calibré, et d'un truc où tout se rencontre, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui ait une identité incroyable, ça manque un peu d'âme, mais à chaque fois je prends du plaisir et j'ai quand même à chaque fois l'envie d'y revenir. Et il y a une différence entre un jeu où je vais y jouer une fois, Chat de poche par exemple, j'ai pas de déplaisir à y jouer particulièrement, mais j'ai pas spécialement envie d'y revenir, alors que Solstice, si, il y a eu cette envie-là, avec l'impression que tout était un peu à sa place, et donc ouais, un petit format, alors j'ai pas d'édition physique, mais j'aime bien le fait qu'il lance une gamme un peu de poche, ça c'est quelque chose que j'aime, j'ai beaucoup aimé encore une fois les illustrations, et c'est un sentiment finalement, ça arrive parfois, hein, et c'est assez plaisant, de me dire, en fait il a rien pour me plaire, et pourtant je l'apprécie, et je comprends pas exactement pourquoi, alors j'arrive à identifier quelques éléments, mais c'est surtout les sentiments que je ressens durant la partie, et le fait que j'ai envie d'y revenir, qui fait que c'est un jeu que j'aime bien. Et donc, comme d'habitude, on va finir par le seul et unique top de février 2024, mais un top qui est un gros top avec plein de parties et un grand plaisir. Je vous laisse, on en parle un peu plus longuement, et on se retrouve après pour la conclusion.
Je l'ai un peu spoilé le mois dernier en parlant de Freaky Frogs from Outer Space, mais le seul top de ce mois-ci, ça va être à nouveau un Friedman Freeze avec, encore une fois, une proposition uniquement solo. Et c'est sans doute sa proposition solo la plus connue, hein, c'est Vendredi. Alors c'est pas certainement pas le premier jeu exclusivement solo qui a existé, mais il fait quand même figure un peu de marqueur dans le genre du jeu solo, en tout cas dans le format, puisqu'il est sorti en 2011, donc il y a une quinzaine d'années, et avec quand même pas mal de popularité. Et alors, je trouve que Vendredi s'insère dans un genre qui se prête plutôt bien à l'exercice, le deck building, où vous savez, dans Dominion, souvent, alors c'est pas des jeux solo, il y a beaucoup d'interactions dans les deck building, notamment quand il y a une rivière, mais il y a quand même ce sentiment de essayer d'optimiser un peu son propre paquet, ce qui se prête bien, je trouve, au solo, et Onzen l'a fait après en coop ou solo. Mais voilà, ce genre-là, le deck building, fallait avoir la bonne manière de l'intégrer dans un système solo et garder quand même des sensations un peu essentielles du genre dans ce format solitaire. Et donc moi je l'ai découvert vraiment sur le tard, grâce à l'application que vous voyez en fond, et quel brio encore de l'auteur allemand, c'est assez ouf. On y retrouve vraiment tout ce qui fait le genre, que ce soit une main de départ qui va être toujours la même et qu'on va petit à petit, partie après partie, apprendre à connaître par cœur. Il y a aussi petit à petit cette épure qu'il va falloir mettre en place en éliminant les cartes qui sont soit négatives, soit qui ne valent rien pour gagner en puissance. Il y a évidemment une présence assez forte du hasard dans les cartes qui sortent, que ce soit celles qu'on peut récupérer ou celles qu'on a dans notre main. Ce hasard-là, il va permettre de nuancer un peu et d'aller à contresens de l'optimisation qu'on va petit à petit mettre en place. C'est tout un petit équilibre à trouver entre, c'est le deck building, je vous apprends rien, mais on essaye de faire en sorte que on ait le meilleur paquet possible, mais l'ordre des cartes fait que parfois ça marche pas. Et puis il y a plein de petits effets qui vont permettre d'apporter de la flexibilité et du contrôle, que ce soit des effets de pioche, des effets de destruction, des effets de voir un peu les prochaines cartes. Et tout ça, c'est dans un cadre assez cohérent de la survie, voilà, puisque c'est Robinson Crusoe et Vendredi, avec des points de vie qui vont descendre, on peut parfois les faire un peu augmenter grâce à des effets, mais dans l'ensemble, ils vont descendre, que ce soit parce que on n'a pas réussi une mission, ou parce que on va les sacrifier pour piocher, et parfois aussi on va les sacrifier pour supprimer certaines cartes quand on a raté une mission, et d'un côté, on a perdu de la vie, mais on va pouvoir compenser un peu en supprimant certaines des cartes, et donc en ayant un meilleur deck global, donc ça peut parfois être intéressant de perdre de la vie. Et évidemment, il y a ce côté un peu prise de risque, qui est pas si fréquent que ça dans le deck building non plus, je trouve, où on va sacrifier des points de vie pour piocher, pour essayer de réussir la mission, mais des fois, le hasard de la pioche fait qu'on pioche que des zéros, et qu'on pioche rien d'intéressant, et qu'à un moment on va se dire, il y a un côté presque stop ou encore, où on se dit, vas-y, allez, je sacrifie encore un point de vie, ou bien, là j'en ai déjà sacrifié trop, je m'arrête, ou bien, de toute façon j'en ai déjà sacrifié tellement, un de plus, un de moins, allons-y, on verra bien. Il y a aussi ce système de cartes qui est très malin, une carte un peu à double effet, c'est à la fois la menace, le danger qu'on doit affronter avec une certaine valeur, et si on arrive à affronter ce danger, la carte va aller dans notre défausse, comme dans un deck building, va pouvoir plus tard être utilisée à la fois pour sa force et pour son effet. Un système très très ingénieux, je trouve, une très bonne utilisation du multi-usage des cartes, qui en plus permet de aussi contenir le paquet et tout, et de pas avoir un paquet gigantesque, puisque sur chaque carte il y a 2 informations. Et il y a aussi ce sentiment de crescendo, que ce soit du fait des 3 phases de pioche, donc des dangers de plus en plus importants, ça va être les mêmes cartes mais qui vont être sur des valeurs vertes, jaunes ou rouges, et donc va falloir être de plus en plus fort. Il y a aussi ces cartes là qui vont pourrir le deck de manière régulière quand on va remélanger, quand on a vidé un peu notre deck, on va devoir le remélanger, un peu comme dans le match du siècle récemment qui nous fait perdre de la santé mentale. Et là on a envie d'aller piocher parce qu'on veut des cartes, mais en même temps si je remélange mon deck, je vais mettre une carte toute pourrie dedans qui va me faire perdre de la vie, qui va faire que ma plus haute carte vaut 0, plein de trucs très très malins, des cartes encore une fois très très bien pensées. Il y a aussi surtout cette apothéose finale, cette fin de jeu, ce climax qui on a réussi à survivre à l'île, à tous ces dangers. Et là, pour finir, on a fait notre petit paquet, on s'est préparé, on a un paquet bien et tout. Et c'est pas fini parce qu'on doit tout mettre en œuvre, tout ce qu'on a récupéré, tout ce qu'on a appris sur l'île, contre des cartes pirates, qui là aussi, il y en a, elles sont toutes simples, c'est juste atteindre une certaine valeur. Mais il y en a plein qui sont un peu différentes, qui ont des effets spéciaux, qui ont des valeurs qui vont dépendre de pas mal de choses. Et c'est parfois là aussi des super idées. Un peu comme Fini ou Freaky Frogs, je trouve que Vendredi, franchement, c'est un jeu, moi, je trouve assez parfait. Il y a des parties frustrantes, il y a des fois un mauvais tirage, mais je vous avoue que j'ai jamais vécu ça comme une punition, ou comme vraiment, en fait, je n'ai rien pu faire. En général, c'est du fait de mes choix, et je les assume, et puis des fois, ça marche pas. Je trouve que l'équilibre entre le contrôle et l'aléatoire est parfait, là aussi. C'est vraiment nickel. Freeze, il est aussi fort pour faire une cohérence assez forte entre le sentiment de jeu et la thématique, et pour faire... Le système de Vendredi, il est fixe. Il n'y a rien qui vient se rajouter, la petite variabilité elle vient des cartes pirates,
Mais sinon, c'est le même deck qu'on a tout le temps, et pourtant les parties, ben, elles se ressemblent pas du tout, parce que les dynamiques vont varier selon les cartes sur lesquelles on va s'axer, selon l'ordre dans lesquels on va les piocher. Donc ouais, vraiment brillant, et je trouve c'est assez fou, et ça c'est pour moi, entre guillemets, la rejouabilité telle que je l'aime, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter des mises en place spécifiques et tout. En fait, le système contient en lui-même sa propre rejouabilité, et moi, après des dizaines de parties, voilà, aucun problème, aucune lassitude, et si vous en voulez encore plus, il y a des niveaux de difficulté qui vont un peu retirer des cartes du deck ou en rajouter ou des trucs comme ça. Alors moi je vous avoue, je m'y suis pas encore aventuré, j'ai réussi à gagner quelques parties, je perds quand même la plupart encore au niveau 1, toujours pas de lassitude de mon côté. Il y a peut-être un petit bémol que j'ignore pour le coup parce que ça vient peut-être de la manipulation en physique, alors non pas du fait que les cartes soient illisibles ou quoi, plus bah voilà, comme dans tous les deck building il y a du mélange à faire et tout, mais surtout au-delà de ça, je pense que c'est, je sais pas comment ils gèrent le fait de devoir calculer tous les petits effets qui se cumulent. Ah ben là j'ai pioché 2 cartes, ah là ça m'a fait plus, ça me fait ci. C'est peut-être un peu relou à faire en direct, là où ben évidemment en numérique bah, tout est automatisé, donc je vois la force que j'ai à un moment X, donc c'est bien pratique. Donc voilà, c'est le seul top de février, mais honnêtement, bah, comme les autres freezers hein, qui sont dans les tops, c'est je pense un des meilleurs tops que j'ai pu traiter dans les vidéos d'opinion ludique. Voilà une vidéo un peu plus courte que les précédentes, mais bon, peu importe, hein, je fais avec ce que j'ai, et en mars devrait y en avoir un petit peu plus, donc un seul top, mais quel top, hein, vous l'avez vu, Friedman a son plus haut niveau, et c'était il y a quelques temps déjà. Comme d'habitude, merci, un grand merci aux personnes avec qui j'ai partagé des parties, alors pas pour vendredi évidemment, mais pour les autres jeux. Sans ces personnes-là, ben, cette vidéo n'existerait pas, puisque je joue avec des gens. Merci à vous qui avez aussi regardé la vidéo en entier ou pas, peut-être que vous êtes venu juste à la conclusion maintenant, j'en doute, mais peut-être, si c'est votre cas, peut-être allez voir ce que j'ai fait avant. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, il y en a plusieurs où je donne mon avis, j'ai aussi d'autres formats comme l'hebdo, jeux de société. Si vous préférez aussi consommer en podcast, j'ai un flux de podcast qui s'appelle Playtime, c'est dans la description, vous pouvez vous abonner, comme ça vous pouvez ne faire que écouter si vous trouvez que l'image est inutile ou que votre mode de consommation se prête plutôt à l'audio, comme c'est souvent mon cas par ailleurs. Voilà, comme d'habitude le petit pouce, les petits commentaires, le petit partage, tout ça. Et le petit Buy Me a Coffee si vous avez rien de mieux à faire de votre argent, il est là, il y a le petit QR code et le petit lien et tout. N'hésitez pas à y participer. Voilà. Le format existera sans, hein. Je suis pas du genre, ça m'énerve un peu des fois des podcasteurs ou podcasteuses qui disent mais ce truc n'existerait pas sans vos participations au Patreon. Est-ce que c'est vraiment vrai? Sans doute, je pense que ça existerait quand même, mais que c'est un élément de langage un peu désagréable. En tout cas, ce format existera ou pas, tant que il existera tant que j'en aurai l'envie, sinon il n'existera plus, et ma foi, c'est comme ça. Donc, la vidéo des découvertes de février 2024, c'est fait. On commence à rattraper un petit peu le calendrier effectif de l'année. Donc maintenant, moi, je vais me dépêcher d'aller me mettre à l'écriture des vidéos des découvertes de mars 2024, que peut-être vous aurez vers le début avril. Merci encore de votre soutien, de votre visionnage, passez une belle vie, prenez bien soin de vous, ciao!